Alors, l'exercice numéro 13 qui a été donné aux mines l'année dernière, c'est un exercice un petit peu plus difficile, qui se divise en deux parties. Il y a une partie qui va être assez facile, et c'est quand même assez facile de dire quelque chose et des choses intelligentes sur cet exercice, et il y a une partie qui va être un petit peu plus difficile, ça on s'en doute. Alors, on va déjà s'approprier l'énoncé, donc on nous donne une fonction f définie sur le segment 0,1 à valeur dans R de classe C1, c'est-à-dire qu'on pourra a priori dériver avec une dérivée continue. Ça veut dire qu'on s'autorise le droit d'avoir une dérivée sous l'intégrale, puisque la dérivée sera continue. On suppose que l'intégrale entre 0 et 1 de f de t exponentielle t et de f de t exponentielle de moins t est égale à 0. On nous demande déjà de démontrer que cette relation est vraie quel que soit t appartenant à R. Donc ça, ce sera simplement un calcul, je pense. Puis ensuite, d'en déduire que f admet au moins 2 zéros dans l'intervalle 0,1. Alors ça, par contre, ça risque d'être un petit peu plus coton. On analysera cette question avec un petit peu plus de finesse. Bon, déjà, il y a un calcul à faire, on va le faire. L'objectif, c'est de démontrer qu'on a, quel que soit a dans l'intervalle R, cette intégrale-là qui est nulle. Bon, voilà, c'est un calcul, on va le faire. Donc on doit calculer cette intégrale-là. Alors, vu les hypothèses qu'on a, on sait que f multiplié par exponentielle t, exponentielle de moins t, l'intégrale associée va être nulle. Donc ça me donne envie d'écrire un petit peu plus clairement ce que c'est que sinus hyperbolique avec la définition. Donc sinus hyperbolique de AT, c'est exponentielle de A plus T, moins exponentielle de moins A moins T sur 2, multiplié par f de T dt. On sait que l'exponentielle a des propriétés vis-à-vis du produit, vis-à-vis de la somme, enfin plutôt vis-à-vis de la somme, elle récupère un produit. Donc là, comme l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles, on va récupérer exponentielle A, exponentielle T, moins exponentielle de moins A, exponentielle de moins T, sur 2 fois f de t dt. Et là, on va pouvoir utiliser la linéarité de l'intégrale, comme exponentielle A et exponentielle de moins A ne dépendent pas de t. On va récupérer exponentielle A sur 2, intégrale entre 0 et 1 de f de t exponentielle de t dt, intégrale qui est nulle, moins exponentielle de moins a sur 2, l'intégrale entre 0 et 1 de f de t fois exponentielle de moins t dt. Donc comme cette intégrale-là est nulle et comme cette intégrale-là est nulle, on récupère bien que la somme est nulle. Donc on a pris un nombre réel a, on a montré que cette intégrale était nulle, on a gagné. Alors maintenant, on doit montrer que la fonction f admet 2 zéros dans l'intervalle 0,1, c'est-à-dire on doit montrer que la fonction f s'annule 2 fois dans l'intervalle 0,1. Alors là, pour l'instant, c'est un peu déstabilisant. On a une hypothèse sur une intégrale, on nous demande de montrer qu'une fonction s'annule. Alors là, par contre, on reconnaît directement un théorème de notre cours. Il y a un théorème qui nous dit que si on a une fonction qui est a priori continue sur le segment AB, alors si l'intégrale entre a et b de f de t dt est égale à 0, ça signifie qu'il existe un nombre t0 entre a et b strictement, tel que f de t0 est égal à 0. Effectivement, on a dit que si la fonction f est de signe constant, si elle est continue et d'intégrale nulle, alors elle est identiquement nulle. Et si elle n'est pas de signe constant, comme elle est continue, elle prenant des valeurs positives et négatives, elle s'annulera forcément dans un point de l'intervalle AB ouvert. Donc on avait vu que ce résultat-là était directement un corollaire du théorème qui dit que si une fonction a une intégrale nulle et continue et positive, alors dans ce cas-là, elle est identiquement nulle. On l'avait utilisé comme un corollaire direct de ce résultat. Alors on voit déjà, et ça me paraît pas difficile, simplement en regardant l'intégrale qui est ici, qu'on va pouvoir conclure, par qui on peut exactement conclure avec la même intégrale, puisque regardez ici, si je considère l'intégrale entre 0 et 1 de f de t exponentielle t dt. Donc cette intégrale, on sait qu'elle est nulle. La fonction qui a t associe f de t exponentielle t est une fonction qui, à l'évidence, est continue sur le segment 0,1 comme produit de fonction continue. Si on applique le résultat qui est ici, on peut dire donc qu'il existe un nombre, donc je vais appeler t0, entre 0 et 1 strictement, tel que f de t0 fois exponentielle de t0 est égal à 0. Or, comme exponentielle est une fonction qui ne s'annule pas sur R, on récupère donc que f de t0 est égal à 0.
Donc on vient de démontrer, une chose est sûre, que la fonction f, elle s'annule au moins une fois sur l'intervalle considéré. L'objectif, c'est pas de démontrer qu'elle s'annule une fois, c'est de démontrer qu'elle s'annule au moins deux fois. Alors, faisons quand même un dessin pour voir quelle est la situation. Donc on vient de démontrer que la fonction, elle s'annule en un point de l'intervalle ouvert 0,1. Donc imaginez que votre t0 soit ici, ma fonction s'annule. Alors, de deux choses l'une, soit elle s'annule sans changer de signe. Si elle s'annule sans changer de signe, je ne sais pas ce que j'ai fait de mon crayon de papier. Ouais, non, ça va pas marcher. Ah, il est là. Si elle s'annule sans changer de signe, donc imaginez par exemple qu'elle est positive avant, elle s'annule sans changer de signe. De deux choses l'une, si elle ne s'annule pas au moins deux fois, elle va garder un signe constant, donc elle restera positive. Si je suis dans cette situation-là, j'ai l'intégrale de cette fonction qui est nulle, et la fonction f de t exponentielle t est positive, continue, donc je vais récupérer que la fonction qui est là est identiquement nulle, et comme la fonction exponentielle ne s'annule pas, f de t sera identiquement nulle. Donc on voit que si f s'annule en étant positive ou que si f s'annule en étant négative, alors dans ce cas-là, on peut appliquer le résultat qui nous dit qu'on a une intégrale a priori qui est nulle avec une fonction continue, une intégrale d'une fonction de signe constant, on aura gagné. Donc, allez, on fait ça en premier cas. Premier cas. Supposons que on est dans la situation ici où f de t0 s'annule sans changer de signe. Donc supposons que f s'annule en t0 sans changer de signe. Soit elle reste négative, soit elle reste positive. Donc sans changer de signe. Ça signifie dans ce cas-là que j'ai l'intégrale entre 0 et 1 de f de t exponentielle t qui est nulle. J'ai la fonction qui a t à ceci f de t exponentielle t qui est continue sur l'intervalle AB. Et de plus, on a que l'intégrale donc est nulle, et de plus, on sait que la fonction qui a t à ceci f de t exponentielle t est de signe constant, puisque si f est de signe constant, si vous multipliez par un nombre strictement positif, vous allez récupérer encore une fonction de signe constant. Dans ce cas-là, avec ces trois parties-là, vous récupéreriez que quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, f de t fois exponentielle t est égal à 0, c'est-à-dire que quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, on a f de t qui est nul, et donc vous récupérez bien que la fonction f, elle s'annule au moins deux fois, puisqu'elle s'annule partout sur l'intervalle 0,1. Donc on sait déjà que si la fonction ici s'annule en gardant un signe constant, c'est-à-dire si on est dans l'une de ces configurations-là, eh bien c'est qu'en fait la fonction f, elle est identiquement nulle sur l'intervalle 0,1, donc on aura très largement récupéré notre information. Ah, maintenant, il y a un deuxième cas à traiter, évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe si la fonction f s'annule en changeant de signe. Donc, imaginez qu'on est dans la situation suivante, que la fonction f, elle s'annule en t0, mais elle s'annule en changeant de signe, et on va imaginer qu'on est dans la pire des situations, c'est-à-dire soit on est dans cette situation-là, soit on est dans cette situation-là, c'est-à-dire imaginons que la fonction f s'annule en t0, et ne change plus de signe, mais en changeant de signe, et ne se réannule pas dans l'intervalle considéré. Donc supposons, c'est le deuxième cas, supposons que f s'annule, mais en changeant de signe. En changeant de signe. Est-ce que c'est possible que la fonction s'annule en changeant de signe, déjà, d'une part, parce que quand elle ne change pas de signe, on a déjà traité le cas, et supposons, en raisonnant par l'absurde, qu'elle ne s'annule qu'en t0. Supposons de plus, et là on va raisonner par l'absurde, que quel que soit t appartenant à l'intervalle ouvert 0,1 privé de t0, supposons que f de t est différent de 0. Donc ça veut dire que ma fonction, elle va garder le même signe à droite de t0 et à gauche de t0, puisqu'elle ne peut pas changer de signe, étant donné qu'elle est continue et qu'elle ne s'annule pas. Donc ça, cette hypothèse-là nous permet de dire, bon, imaginez qu'on est dans la première situation, la deuxième se fera simplement en remplaçant f par moins f. Donc supposons sans perte de généralité que f de t est positive
si t est plus grand que t0 et que f de t est négative si t est plus petit que t0. Imaginez qu'on est dans cette situation-là. L'objectif maintenant va être donc de démontrer que cette condition-là est contradictoire. Alors, pour l'instant, vous avez bien noté qu'on n'a absolument pas utilisé la relation qui est là. Nous, on a démontré que si ces deux intégrales sont nulles, alors cette intégrale-là est nulle. Ce qui est intéressant, évidemment, vous avez vu, c'est le choix qu'on peut faire de A. Ceci est nul, quel que soit t appartenant à l'intervalle, quel que soit A appartenant à l'intervalle R. L'idée, ça serait peut-être de choisir correctement A, de manière à être amené dans une situation de ce type-là, c'est-à-dire avoir une fonction de signe constant, d'intégrale nulle et continue. On voit tout de suite, là, que si on prend une fonction ici, si on choisit A de sorte que cette fonction s'annule également en t0, mais s'annule en changeant de signe. Dans ce cas-là, vous allez récupérer une fonction de signe constant. Ce qui veut donc dire que là, le choix de A qui paraît pertinent, ça serait de prendre A va être égal à moins t0, qui est a priori bien un nombre réel. Ce choix-là est pertinent puisqu'on sait que la fonction sinus hyperbolique de t moins t0 s'annule en t0, puisque sinus hyperbolique de 0 est nul, mais qu'elle s'annule en changeant de signe, puisqu'elle va être positive à droite de moins t0 et négative à gauche. Donc ce choix-là paraît fort pertinent. Donc c'est évidemment le choix qu'on va faire. Et donc je vais continuer mon raisonnement en disant que j'ai que l'intégrale entre 0 et 1 de sinus hyperbolique de t moins t0 fois f de t dt est égal à 0. Je sais que sinus hyperbolique de t moins t0 fois f de t est une fonction qui est, vu les conditions ici, positive ou nulle, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, puisque ma fonction, elle est a priori... alors, on peut même dire, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1 fermé, puisque comme les fonctions sont continues, si on passe à la limite dans les inégalités s'élargissent, mais elles étaient déjà larges, on va rester positif. Donc j'ai une intégrale qui est nulle, une intégrande qui est positive, et une intégrande qui est bien entendu continue, puisque la fonction sinus hyperbolique est continue, et la fonction f est continue. Donc sous ces trois hypothèses-là, l'intégrale est nulle, la fonction est positive, et l'intégrande est continue. Je peux donc bien dire que quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1 sinus hyperbolique de t moins t0 fois f de t est égal à 0. Comme cette fonction-là, elle ne s'annule qu'en t0, on récupère donc que quel que soit t appartenant à 0,1 sauf peut-être en t0, f de t est égal à 0. Donc, comme je sais de plus que la fonction t s'annule en t0, ça c'était la seule chose qu'on savait sur la fonction f pour l'instant, je récupère donc que la fonction f est donc identiquement nulle. Donc, moralité, si on suppose qu'en changeant de signe, c'est-à-dire si on est soit dans cette configuration, soit dans cette configuration, on vient de démontrer que la fonction f, elle est identiquement nulle. Donc elle va bien s'annuler au moins deux fois. Donc, si la fonction f s'annule sans changer de signe, elle est identiquement nulle, et dans ce cas-là, ça fonctionne. Si la fonction f s'annule en changeant de signe, eh bien dans ce cas-là, si elle garde un signe positif ici, négatif ici, eh bien elle sera identiquement nulle. Et si on n'est pas dans ces conditions-là, c'est-à-dire si elle ne garde pas un signe positif à droite et négatif à gauche, eh bien ça veut dire qu'elle s'annulera forcément au moins une fois sur cet intervalle-là, par continuité. Donc le raisonnement est complet. On vient bien de démontrer que la fonction f devra s'annuler au moins deux fois dans l'intervalle 0,1 si on est dans les conditions qui sont ici. Alors on peut noter que cet exercice est vache, parce que l'hypothèse C1 ici ne sert à rien. On voit bien qu'on n'a jamais besoin d'avoir la fonction dérivée sous l'intégrale. Donc là, c'est un cas typique de surhypothèse pour pouvoir vous emmener éventuellement dans des fausses directions. Voilà un exercice un petit peu plus original, puisqu'il s'agit de déterminer la limite d'une somme de normes. Alors bon, j'ai noté des normes ici. Il est bien entendu que ce qu'on désigne par la norme de M0MK
du vecteur M0MK est en fait simplement la distance entre M0 et MK. Donc ici, on est dans la situation suivante, situation où je sors l'outil de la mort. On est dans la situation où on est situé, regardez, il est complètement parfait. Ça, c'est des bons outils. Bon, pour info, il y a ma fille. Il n'est pas à moi. Ah, la règle est moins bonne. Une petite bosse là. Alors, si je répartis les points qui sont ici, vous reconnaissez parfaitement ces points. C'est des points qui sont obtenus par des rotations successives d'angle de pi sur n. Vous reconnaissez les racines énième de l'unité. Donc, on est en train de diviser ici notre cercle en m morceaux de même longueur. Donc attention, il faut respecter les symétries, puisque cet ensemble-là, il est stable par passage au conjugué. Donc c'est-à-dire que là, ces points-là, on va les retrouver ici à l'aplomb. Voilà. Essayons de faire au moins un ensemble qui est à peu près... Bon, il n'est pas très propre, évidemment. Vous voyez que l'écart se resserre au fur et à mesure. Mais bon, bref, dans l'idée, les angles qui sont ici sont tous les mêmes. Et donc, on fait un partage régulier de notre cercle en n morceaux. Donc vous avez évidemment tout de suite reconnu que exponentielle pour k égale 0, c'est le terme 1, puis ça c'est le terme pour k égale 1, puis le terme pour k égale 2, jusqu'ici le terme pour k égale n-1. Donc on voit que les points d'affixe mk sont les points d'affixe, les racines énièmes de l'unité, et la figure géométrique qu'on récupère, c'est un polygone régulier. Alors nous, l'objectif, c'est de calculer en fait une moyenne, à la limite des moyennes, de la distance de la première des racines de l'unité à toutes les autres. Donc on calcule toutes les distances, toutes ces distances-là. Voilà. On en fait la somme. Puis, on calcule la moyenne. Et on regarde l'évolution de la moyenne de ces fameuses distances à toutes les racines de l'unité à partir de la première. Alors, moi, la première réflexion que j'ai envie de me faire, c'est qu'il va falloir calculer probablement la distance entre M0 et MK. Le bon endroit pour calculer des distances, c'est clairement les nombres complexes, puisque la distance, c'est le module. Donc, on va récupérer que la distance qui est là, c'est le module de 1 moins exponentielle de j capi sur n. Puisqu'on avait vu que le module de la différence représente la distance entre les nombres complexes a et b, donc entre les points d'affixe a et les points d'affixe b. Pour calculer un module, le module fonctionne avec les produits, donc il faut a priori factoriser cette expression. Alors ça tombe bien, puisque moi je vous ai toujours dit que quand on a une expression de la forme 1 moins EIθ, notre obligation c'est de factoriser l'angle moitié. Donc on va immédiatement factoriser l'angle moitié. L'angle moitié, c'est exponentielle i capi sur n. On va récupérer donc exponentielle de moins i capi sur n, moins exponentielle de i capi sur n. Tout ça dans le module. Mais le module du produit, c'est le produit des modules. Donc on va récupérer exponentielle, le module d'exponentielle i capi sur n. Et là, vous avez une formule. Ici, c'est la formule de l'aire du sinus. Sinus donc de capi sur n. Donc là, tout se passe bien, on applique les préceptes de base, on regarde comment il faut écrire les nombres complexes. Dans le module, il faut des produits, on écrit sous forme de produits. Ce nombre-là, il s'écrit EIθ avec θ appartenant à R, c'est donc un nombre complexe de module 1. Donc le module ici est égal à 1. Là, on va encore utiliser les propriétés du module. Ça va être le module de moins 2i multiplié par le module de sinus capi sur n. Donc le module de moins 2i, moins 2i, c'est un nombre qui est par là, sa distance à l'origine, ça fait 2. Et sinus de capi sur n, son module, c'est sa valeur absolue. Seulement k étant compris entre 0 et n-1, si vous regardez dans quel intervalle se trouve capi sur n, capi sur n sera positif, puisque tous ces nombres sont positifs. Et comme k au maximum vaut n-1, je peux le majorer par n. Donc ce terme-là est évidemment compris entre 0 et pi. Or, entre 0 et pi, le sinus il est positif. Donc cette expression-là, elle vaut sinus de capi sur n. Donc ça y est, on a calculé notre distance M0MK. Notre distance M0MK, c'est ceci. Donc en fait, la suite UN dont on a à calculer la limite,
c'est la suite qui est définie par 1 sur n, somme pour k variant entre 0 et n-1 des sinus de k pi sur n. Donc là, on voit tout doucement apparaître une somme de Riemann, puisque le motif k sur n apparaît ici très clairement dans l'expression de la fonction f. Donc on va tout de suite dégager notre fonction. Comme c'est un motif k sur n, on peut dégager une fonction définie sur l'intervalle 0,1, fonction qui est t à ceci sinus de pi fois t, qui est bien une fonction continue sur l'intervalle 0,1. Donc on a déjà la garantie que la suite un converge, c'est le théorème des sommes de Riemann, et elle converge vers l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de pi t dt. Or cette intégrale-là est assez facile à calculer. L'intégrale de sinus pi t dt. Alors ça s'intègre directement. Il faut faire quand même attention qu'il y a une composition par une fonction affine. Donc quand j'intègre sinus, je vais récupérer donc moins cosinus pi t. Et vous voyez, quand on dérive cette expression, il y a la multiplication par pi ici avec la composition de la fonction affine. Là par contre, en multipliant par 1 sur pi, en dérivant la composée, il y a pi qui va sortir et il va être détruit par le terme qui est là. Donc pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc ça va me donner donc, du moins cosinus pi. Cosinus pi, c'est moins 1, donc 1 sur pi. Moins, donc plus cosinus de 0 sur pi, donc plus 1 sur pi. On va donc récupérer 2 sur pi. Bon, c'est assez cohérent, hein, c'est la limite d'une suite de fonctions positives, on récupère une suite de termes positifs, on récupère un nombre positif comme limite, c'est plutôt pas mal. Donc au final, on vient de démontrer que un converge vers 2 sur pi. Voilà pour cet exercice un peu plus intéressant, puisqu'il nous permet de nous remémorer ce qu'on est censé parfaitement maîtriser sur l'ensemble des nombres complexes et les techniques qui leur sont associées.